C'est bon, Thiago? Très bien. Vous êtes prêtes, mesdames? Très bien. Eh ben, merci d'être avec nous en ce début d'après-midi à la fête de l'humain. On va parler des municipales, échéance qui arrive très prochainement en mars 2026. Et on a choisi d'inviter des partenaires de la Fondation Daniel Mitterrand, avec qui le programme Alternative démocratique et commun travaille beaucoup. On a choisi d'inviter Salah Mokrane de l'Assemblée des quartiers de Toulouse, mais qui était aussi la tête de liste des Motivés il y a quelques années maintenant. On a Annie Lamère qui est conseillère régionale et qui est là pour représenter l'organisation Démocratiser la politique, qui est donc une recherche-action sur comment les classes populaires sont évincées de la politique et du coup des institutions. Et puis on a Camille Dantec de Action Commune, les assemblées, les communs, tout ça, de Action Commune, qui est donc relié à la coopérative Fréquence Commune. Et c'est un réseau des listes et des mairies participatives. Donc merci d'être là tous les trois. On a choisi de parler des municipales dans un sens bien particulier. Nous, à la Fondation Daniel Mitterrand, on choisit de soutenir toutes les initiatives de réappropriation de la politique et donc aussi de construire des communautés agissantes qui peuvent être des contre-pouvoirs, mais qui peuvent aussi utiliser les institutions comme levier, en reprenant notamment le fameux adage municipaliste un pied dedans, 1000 pieds dehors. Et donc c'est aussi pour ça qu'on travaille notamment avec les partenaires qui sont ici. Et là on avait envie de poser un débat de comment faire des municipales de 2026 un catalyseur de pouvoir habitant, de résistance, de contre-pouvoir populaire. Alors on est dans un contexte un peu particulier quand même de crise de régime, de crise de la société et de crise aussi de la représentation. Et donc on voit se multiplier aussi tout un tas d'initiatives de réappropriation de la politique par le bas. Alors là, les municipales, ça peut être un catalyseur, une échéance intéressante, mais en même temps, c'est à 1 an de la présidentielle. Peut-être qu'entre aujourd'hui et mars 2026, on va avoir une dissolution. Et donc on voit bien là que les appareils plus traditionnels, les appareils politiques, font aussi des municipales un enjeu de la présidentielle, une pré-présidentielle. Donc ça va être compliqué aussi de se positionner par rapport à ça. Et en même temps, on a vu sur ces dernières années, et même depuis plusieurs décennies, puisque Salah est là pour en attester, on voit qu'il y a toujours eu en fait des citoyens, des habitants de quartiers populaires ou dans la ruralité qui sont positionnés pour les échéances municipales parce que c'est une échelle concrète de proximité et qui ont présenté des listes, parfois en alliance ou parfois contre des partis politiques. Et donc on n'est pas à l'abri d'une surprise, de même que finalement 2024 et la campagne législative, grâce à l'élan populaire, a été aussi une surprise. Bon, je vous dis tout ça pour que on puisse un peu voir un panorama, et j'ai une première question qui est dans tout cet espace de contraintes, dans le contexte actuel, en quoi est-ce que les municipales, ça reste un enjeu stratégique, et en quoi du coup ça peut être un catalyseur pour une force plus grande, pour des résistances ou des contre-pouvoirs populaires. Qui a envie de commencer avec cette petite question? Camille, tu as envie de commencer? Je te vois... Vous avez désigné ça. Vas-y Camille, sur les enjeux stratégiques, vous, depuis Action Commune. Bonjour à tous. Alors du coup, moi je m'appelle Camille, je fais partie du réseau Action Commune. C'est un réseau qui s'est créé il y a à peu près 3 ans, qui s'est formalisé il y a 3 ans, mais qui en fait regroupe pas mal de municipalités et de collectifs qui se sont créés pour les dernières municipales qui étaient en 2020. C'est un réseau qui part de 2 constats. Tu t'as donné beaucoup de contexte, Margot, mais il y a aussi un chiffre qu'on aime bien partager. C'est que selon le baromètre de la confiance de l'IFOP,
de la confiance des Français en la politique, l'institution en France qui est la plus décriée, qui a le plus de défiance, c'est les partis politiques. Aujourd'hui, seuls 16% des gens font confiance aux partis politiques. C'est moins que les réseaux, c'est moins que les banques, c'est moins que la police, c'est moins que les syndicats, c'est moins que les commerçants, c'est moins que tout un autre tas d'institutions que l'on connaît dans notre vie de quotidienne. Mais voilà, nous, on est parti de ce constat-là, de dire on est plusieurs citoyens, citoyennes à avoir envie de s'engager, mais pas forcément avoir envie de prendre une carte. Avoir envie de faire des choses concrètes, à avoir envie d'être des gens agissant politiquement, à avoir des combats politiques, mais à ne pas se retrouver dans la nécessité de prendre une carte, voire même avec la volonté de ne pas le faire du tout, parce que le parti politique est identifié comme nous emmenant dans des logiques de loyauté, dans des compromis, dans des violences aussi, qui sont en fait bloquantes. L'engagement aujourd'hui, il est très difficile. Le coût de l'engagement dans la vie politique est extrêmement coûteux. Et donc du coup, on s'est dit il faut monter une plateforme qui propose de la formation, qui propose des temps d'échange et qui propose aussi, et c'est notre deuxième spécialité, particularité, des vrais outils concrets, de la méthode pour essayer de améliorer la gouvernance partagée des collectifs politiques, pour essayer en fait d'avoir une plus grande culture démocratique. Alors c'est pas améliorer la démocratie, parce qu'en fait est-ce qu'on est vraiment en démocratie maintenant, c'est une question que l'on se pose par exemple au sein du réseau. C'est vraiment par contre se dire il faut changer nos pratiques et il faut avoir une exigence démocratique. Donc du coup là le réseau c'est essayer de... Les listes citoyennes, c'est pas nous qui les avons inventées en fait, hein, ça existait avant. Par contre, les listes citoyennes et participatives, là, on a fait une boussole sur notre site internet qui est de dire ce sont des collectifs, ce sont des gens qui s'impliquent dans la vie locale avec le souci de tenir un peu les partis à distance, ou en tout cas de ne pas être dans une logique d'appareil et ensuite des premières élections municipales qui mènent aux départementales, qui mènent aux régionales, qui mènent aux législatives, qui mènent aux présidentielles. Ça, nous, on n'a pas les moyens de le faire. Nous, on se concentre au niveau local. Et voilà, au niveau local, on est vraiment dans cette urgence de trouver des méthodes pour impliquer le plus les citoyens et citoyennes et réussir à faire des décisions vraiment co-construites. Voilà, et donc l'enjeu que nous on voit sur ces prochaines municipales, il est de poser en fait une exigence de fonctionnement, une exigence d'outils, une exigence de méthode, en disant mais c'est possible de faire autrement. Et en fait c'est maintenant ou jamais, parce qu'une partie de la montée de l'extrême droite, une partie des dysfonctionnements du racisme, de tout ce qu'on observe aujourd'hui, est liée au fait que certains s'accaparent le pouvoir et qu'on manque de méthode pour réussir à vraiment partager la décision. Cet enjeu-là, donc du coup, nous, il est culturel, c'est notre bataille à nous, c'est de faire montrer que c'est possible de faire autrement. Et puis, ces prochaines municipales, qu'est-ce qui va se passer avant les municipales, je ne sais pas. Nous, on s'en fout. En fait, non, on s'en fout pas, mais en fait, on reste concentré. Et c'est aussi une manière de lutter contre notre impuissance politique qui parfois est un peu organisée. C'est de se dire, on a un objet au niveau local où en fait, on est tous très légitimes à pouvoir s'en saisir et à pouvoir le changer. Donc en fait, on se concentre au niveau local et ça fait du bien. On oublie un peu les partis, on oublie un peu les guéguerres, on oublie un peu l'actualité nationale et on se lie entre nous pour faire concrètement évoluer notre vivre ensemble. Et donc du coup, il y a cet enjeu-là de se reconcentrer au niveau local pour essayer de se redonner de la puissance politique. Et puis, une fois qu'on aura gagné, on va faire des territoires de résistance. On va faire des villes-refuges. Enfin, en fait, on va gagner nos mairies. Pourquoi ? Pour désobéir, le moment où il faudra désobéir, parce qu'en fait, on se sera saisi de cet objet municipal, et c'est peut-être pas grand-chose, mais déjà, on aura un moyen de s'organiser pour accueillir des gens, pour résister, et pour faire du lien entre nous. Donc voilà les exigences, enfin les attentes pour les prochaines municipales. Merci Camille. Tu veux prendre la suite ? Oui, je vais prendre la suite. Comme Margot disait, moi je suis Annie Lamère, je suis conseillère régionale. Alors, j'ai été élue et conseillère régionale naturellement avec un parti politique qui est le parti des écolos. Et j'ai intégré il y a 3 ans Démocratiser la politique, qui est un collectif
de sociologues, de militants, d'élus, qui travaillent autour de la parité sociale en politique. Donc ça a été pour moi 3 années, on vient de sortir un rapport et je vais vous en parler. Ça a été pour moi 3 années hyper intéressantes parce que je me suis rendu compte que tous les problèmes que je pouvais, que j'ai pu et que je peux encore, parce que moi alors, ce que je disais à Camille tout à l'heure, je sors du parti quand j'en ai marre, j'en reviens parce que ça peut être un refuge quand on est élu, surtout dans un groupe. Mais en fait, je suis assez. Il y a une témoin derrière qui est Hélène, qui fait comme moi. Je suis assez autonome, quoi. Et ils le savent très bien. Donc maintenant, on me fout un peu la paix parce que je suis complètement autonome. Donc, avec démocratiser la politique, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'on était au niveau des militantes et des militants associés à ces sociologues, on avait tous à peu près les mêmes parcours. Des gens issus des quartiers populaires, vivant dans des quartiers populaires, issus de l'immigration, beaucoup issus de l'immigration subsaharienne, ce qui est mon cas, subsaharienne, du sud de la Méditerranée, pas subsaharienne, mais bon, même si chez moi c'était des nomades dans le désert, donc voilà. Et donc on a tous été confrontés aux mêmes problématiques de mépris de classe, de sexisme, parce que c'est aussi pas mal quand on est issu de l'immigration, en plus des femmes, c'est un peu plus facile aussi de nous emmerder. Et donc on a travaillé avec ces sociologues sur la représentativité des élus. On a pendant 3 ans auditionné des personnes, on a auditionné mon voisin de gauche. Et là on a des chiffres qui nous montrent comment une partie de la population, une partie de la société qui se dit l'élite a mis la main sur les instances, que ce soit municipales ou autres. Le pire, c'est les européennes où 81% des élus européens sont CSP+. Donc, donc ce qui nous a intéressé, c'est de voir comment cette élite s'est accaparée du pouvoir. Depuis 2000, il y a à peu près... il y a un peu plus de 2 millions de personnes qui se sont présentées aux élections, ce qui est énorme. Et dans ces 2 millions de personnes, je crois que 60%, ce sont des personnes qui sont issues des quartiers populaires, mais qu'on ne retrouve pas après dans les postes d'élus. Notamment sur les municipales, on se rend compte que si on prend des déciles, on se rend compte à partir des... Si on a 100 candidats, à partir de la 70e personne, on a les personnes issues des quartiers populaires. Au-dessus, plus vous montez, plus ce sont des personnes, des bourgeois. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant. Donc je vous donnerai après, à la fin, si vous voulez, le lien pour aller voir le rapport qui est intéressant. Il y a une carte blanche de démocratiser la politique. Il y a une carte blanche tout à l'heure. Il y a une présentation du rapport plus détaillée. C'est vrai qu'il y a Kevin qui vient tout à l'heure pour présenter ça. Et donc ça, c'est intéressant. Et donc sur les municipales, eh bien oui, il y a des territoires qui sont dans les quartiers populaires. Même là, une ville populaire, on n'arrive pas à avoir à la tête de la ville des gens issus des quartiers populaires, des propres quartiers. Donc c'est ça que nous, on voulait voir et qu'on voulait quantifier de façon à faire des propositions derrière. Et on se rend compte que la problématique est la même, quel que soit le parti politique. On a les chiffres, les pourcentages, c'est à peu près les mêmes partout, droite, gauche. Et le RN devient pareil. Même si le RN, il y a quelques années, envoyait, moi je sais que sur mon premier mandat, le RN avait envoyé à la région Île-de-France des personnes issues des quartiers populaires, c'est terminé. C'est terminé, c'est fini, ils font comme les autres. Donc, et donc c'est ça qu'on voulait documenter de façon à pouvoir faire des propositions derrière. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de parler ce qu'on a pu voir aussi, c'est comment on fonctionnait, mais ça là on parlait, des listes municipales, des listes autonomes, et comment elles ont fonctionné, comment les personnes sont arrivées, quelle démocratie ils ont mis en place pour y arriver. Je pense que ça c'est aussi intéressant et on a pu le documenter. Et voilà, en fait, nous ce qu'on souhaite,
c'est pouvoir faire que les partis politiques puissent instaurer cette parité sociale dans leur liste. Je pense que ça va être compliqué pour 2027, même si toutes et tous en parlent. Enfin, moi-même, je me rends compte que dans mon parti politique, alors ça, pour en parler de la parité sociale, ils en parlent et elles en parlent. Néanmoins, j'ai l'impression que c'est un phénomène de mode, qui se dépêche, qui ont envie de dire à tout le monde on va mettre des gens des quartiers populaires dans nos têtes de liste, mais, et c'est là où ça aussi on le documente quand on a fait nos auditions, et moi je l'ai vécu aussi, c'est que pour avoir les postes, et bien souvent il faut adopter les codes des puissants. Et donc, celles et ceux auxquels on donne un poste, parce qu'on leur donne, doivent adopter, et certains le disent, j'ai dû à un moment donné adopter, avoir le même comportement que les puissants. Donc on met en opposition déjà des gens, on leur fait adopter les mêmes codes que les puissants, enfin, c'est une violence pour eux. Et enfin, moi je trouve ça extrêmement violent. Et au-delà de ça, c'est ce choix. Toi, je veux bien. Et alors on va les montrer. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, je parlais avec le leader de Red Jeune, qui m'a dit pendant notre AG, c'était à Toulouse, je crois. Un parti politique, on l'a interpellé, on lui a dit est-ce que vous avez des personnes racisées, des personnes issues des quartiers populaires dans le parti, des élus ou à la tête du parti? Et cette responsable de parti a dit oui, et elle a donné des noms. Alors il y a lui qui a tel poste, et il y a elle qui a tel poste, et voilà. C'est l'exception. C'est l'exception qui a été choisie par l'élite. Et donc pour nous, pour les municipales et comme pour les autres scrutins, on garde ça à la loupe et on souhaite que ça change. Et ça passe évidemment, je pense, par des listes qui sont des listes autonomes. Et ça, moi, j'en suis convaincue, dans lesquelles il peut y avoir des encartés. C'est pas ça le problème, mais au moins c'est pas géré par un parti politique qui va placer ces personnes et qui va placer ces gens. Et ça permet d'avoir des personnes qui sont des vrais gens des quartiers populaires ou qui correspondent à la population sur le territoire et qui connaissent les vraies problématiques de ces personnes-là. On en reparlera peut-être après, mais moi j'ai eu une chance inouïe, alors que je n'ai pas du tout le profil, et notamment au niveau de mes études, d'avoir été directrice de cabinet d'un maire. Et ce maire était issu des quartiers populaires comme moi. Et je peux vous assurer que ce qu'on a fait pendant 3 mandats, on l'a fait en associant tout le temps, partout, tout le temps, la population. Tout le temps. Quel que soit le niveau de projet qu'on avait. Et quand ils ne venaient pas jusqu'à nous, on allait jusqu'à eux. Et c'est comme ça qu'il faut travailler. Et je pense que c'est comme ça qu'on travaille quand on est issu du territoire et quand on connaît les vraies problématiques. Merci. Donc on a vu Camille qui disait les listes citoyennes et participatives pour essayer de retrouver de la puissance à partir d'enjeux concrets locaux. Démocratiser la politique, il y a un enjeu de mettre en place la parité sociale à travers des gens qui sont représentatifs. Ça là, l'Assemblée des quartiers, c'est un réseau de militants et militantes de quartiers populaires, et le but c'est de reprendre le pouvoir sur des enjeux qui concernent directement les habitants et habitantes des quartiers populaires. Pourquoi est-ce que les municipales, c'est un enjeu particulier, et quel est l'enjeu stratégique de ces municipales, celles qui viennent là en 2026? Je vais aller dans un petit peu en complémentarité ou dans le prolongement de ce qui a été dit déjà. En fait, avec l'Assemblée des quartiers, sans décrire trop longuement ce que c'est, l'idée, ça a été de faire converger les militantes et les militants des quartiers dans la diversité de leur parcours politique, les militants, et aussi avec un impératif qui était l'ancrage local. C'est-à-dire qu'en réalité, si on envisage de créer, quand on a envisagé de créer ce réseau-là, et ça fait des années qu'on est sur des sujets comme ça, il y a 2 choses. D'abord, c'est pas possible
que ça existe, qu'on puisse parler des quartiers, si là où on vit, on n'est pas organisé. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est pas possible de raconter cette histoire-là en mettant sous le tapis le patrimoine et l'histoire des luttes politiques des quartiers populaires qui existent depuis bien longtemps. Et avec, il y a des liens aussi avec l'histoire des luttes de l'immigration, qui sont peut-être les générations précédentes, les premières générations de l'immigration. Et il y a des combats qui sont, voilà. Nous, on a envie de les transmettre. Cette histoire-là, on veut la transmettre. Et on a une histoire longue de confrontation au paysage politique, aux partis politiques. Voilà, avec évidemment un paysage aujourd'hui qui a quand même beaucoup évolué. Et avec l'Assemblée des quartiers, dernier mot là-dessus, c'est ce qui est important, c'est que finalement, on arrive à construire dans l'ambition. C'est peut-être très ambitieux, justement, je ne sais pas si... en tout cas, on va s'y atteler. C'est d'arriver à s'accepter dans notre diversité de sensibilité. Alors évidemment, il y a un cadre à la sensibilité, mais voilà, on a des parcours générationnels, y compris des parcours même voilà, politiques, où on n'est pas forcément tous d'accord. Voilà. Mais par contre, il y a un sujet sur lequel on est d'accord, c'est que la question des quartiers populaires, c'est une question politique, et c'est une question politique de premier plan. Donc on veut arriver à faire en sorte que cette question politique-là, elle soit à l'agenda du débat politique, au même niveau que d'autres questions politiques. Bon, j'ai pas beaucoup de temps, mais si je faisais à la hache, quoi, que d'autres histoires, je sais pas, moi, les luttes écolo, les luttes pour l'égalité des femmes et des hommes, les luttes, je sais pas, on pourrait rajouter un peu comme ça, voilà, les luttes ouvrières, les luttes syndicales, des choses comme ça. Donc la lutte des quartiers, pour nous, cette histoire-là, elle doit être là. Donc on veut la transmettre et éduquer, parce qu'on est quand même très autonome, mais on n'est pas sectaire. Donc on veut bien éduquer les partis politiques à cette histoire-là, parce qu'ils ne la connaissent pas. Ou alors s'ils la connaissent, ça ne les arrange pas de la connaître. Pour revenir à la question des municipales, ben en fait, tu l'as dit Camille tout à l'heure, ça fait bien longtemps en fait que l'élection municipale, dans le paysage électoral, des échéances électorales, c'est l'élection favorite des gens qui agissent chez eux. Parce que tout simplement, on a cette question de la proximité, ce sentiment d'avoir la possibilité d'impacter. Et c'est comme ça que des expériences déjà anciennes, même avant les motivés, donc on a parlé des motivés tout à l'heure, la liste que j'ai conduite en 2001 à Toulouse, c'est il y a longtemps, mais même avant les motivés, il y avait déjà des choses qui existaient à Vaux-en-Velin, dans d'autres endroits, à Saint-Étienne, tout ça. Voilà, donc il y a plein d'expériences. Donc c'est pour ça que c'est j'ai presque envie de dire, l'élection préférée des militants des quartiers. C'est à ce moment-là qu'on se dit, oui, il faut qu'on soit présent. Alors, je dis tout de suite que c'est pas, sur la question de la prise de pouvoir, c'est pas le seul sujet en vérité. Parce que le pouvoir, il est à la mairie, bien sûr, il est dans les conseils municipaux, mais il peut être au centre social du quartier. Il y a plein d'endroits où le pouvoir n'est pas exercé par les habitants des quartiers. Donc, mais c'est un des endroits, et c'est un endroit important. Aujourd'hui, puisque tu posais la question d'aujourd'hui, il y a quand même une petite évolution, je ne sais pas, on va en discuter. C'est que, en tout cas, dans la plupart des grandes villes, en tout cas au moins, je vais parler des grandes villes, une ville comme Toulouse, Montpellier, Bordeaux, voilà, Nantes, des choses comme ça, on ne peut plus, en tout cas moi c'est ce que je constate, mais peut-être vous me contredirez, c'est qu'on ne peut plus envisager l'élection municipale sans tenir compte de la question des quartiers. La question elle est posée, comment on fait les quartiers. Et là, pour faire le lien avec ce que tu viens de dire, nous, notre sujet, c'est, je le disais tout à l'heure, il faut qu'on soit ancré localement, qu'on soit des collectifs. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas dire que les partis politiques, puisque vous les avez évoqués, ils ont totalement ignoré la question qu'on leur posait, mais
ce avec quoi nous on veut cesser, et puis on espère qu'avec le temps on va y arriver, c'est la pêche à la ligne. C'est-à-dire qu'en gros, il faut qu'ils aient affaire. Et ça, c'est notre responsabilité maintenant. Moi, je me tourne vers nous-mêmes. Notre responsabilité, c'est de constituer des collectifs, des organisations politiques qui puissent peser dans le rapport de force, qui puissent faire en sorte qu'on évite qu'ils viennent nous pêcher un à un ou une à une. Et c'est ça la question. Et là, aujourd'hui, on a le sujet. Nous, on a fait émerger, et je jette pas la pierre à des amis qui ont joué ce jeu-là, on a fait émerger beaucoup de figures politiques, militantes, mais qui, à un moment donné, ben voilà, c'est... Bon, il y a le chemin le plus rapide pour être député la dernière fois, c'était mieux d'être à la France Insoumise. Parce que, voilà, mais c'est une minorité quand même. Hein. C'est une minorité. Ça fait une minorité des gens dont on parle qui sont parmi les députés. Mais voilà. Donc la question, en fait, pour nous, c'est ça. C'est d'éviter de rentrer dans cet enjeu-là. Et en fait, après, je dirais pas différemment de ce qu'a dit Camille au début, c'est que l'enjeu, il est... Moi, je suis à Toulouse en ce moment. Bon, alors nous, on a en plus une configuration politique où on a un maire de droite qui est sortant et qui est là quand même depuis là 2 mandats consécutifs. Il en avait fait un avant. Bon, bref. Et la question, c'est que là nous, on est présents. On va être présents aux élections municipales. Pour l'instant, on a noué une première alliance avec la France Insoumise. On espérait que les Verts et que d'autres forces de gauche et écologistes viennent. Bon, on verra comment ça se passe. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous, le discours qu'on tient aux partis politiques sur la question de justement prendre le pouvoir, de l'unité, d'une nouvelle gouvernance, c'est que, et ça c'est une réalité puisqu'on parlait entre guillemets des destins individuels, c'est de leur dire, et bon là c'est pas gagné, hein, mais chez nous en tout cas à Toulouse, c'est de leur dire, mais pour vous, peut-être vous pouvez jouer le coup d'après. Se dire, bon, on va pas gagner cette fois-ci, mais la prochaine fois, je serai maire. Je serai le maire, je serai la maire de Toulouse. Mais pour nous, on n'a pas le temps. On a assez chargé, ça suffit. Ils ont rasé la moitié des quartiers. Ils ont, on fait les logiques qu'on connaît au niveau national de répression, la montée du racisme institutionnel. Il se décline. Hein, je veux dire, la seule chose depuis que Macron est président, mais bon, c'était vrai avant aussi, avec Hollande et avant encore. En tout cas, la seule chose qui ruisselle, c'est bien vraiment le racisme, les répressions, et même jusqu'au niveau local. Donc, c'est déterminant et c'est rageant vraiment de se retrouver dans des débats où, en fait, on n'arrive pas. Parce que nous, on est des gens super responsables, en vérité. On est super responsables et on est super raisonnables. Parce qu'on veut gagner la vie. Donc, on est prêt à discuter. Non, mais on dirait qu'eux, ils ne veulent pas gagner la vie. Et donc, on a... parce que après, on veut la gagner sur nos bases, et on a des choses, on a des propositions. Sur la question du pouvoir, comme je disais, au niveau local. Je sais pas, à Toulouse, c'est une ville de bientôt 500 000 habitants. Il y a 70 000 habitants dans les quartiers populaires. Vu de loin, peut-être vous dites Toulouse, les facs, Airbus, machin, tout ça. Mais c'est pas ça, c'est pas que ça. Et donc, et là, en fait, on est vraiment dans une situation qui est assez préoccupante parce que les quartiers ils sont dans la ville, parce qu'ils sont en train de les raser pour récupérer du foncier, pour faire de la promotion immobilière sous couvert de rénovation urbaine et des choses comme ça. Voilà, donc nous, on est un peu sur ces enjeux-là. Après, le contexte national, peut-être on en parlera après, mais là, je dirais la même chose que Camille tout à l'heure. L'enjeu, il est là aussi. Il faut bien quand même qu'on reparte de quelque part, vu l'état du paysage politique. Avant de parler de comment est-ce que les municipales ça peut servir pour vraiment motiver l'auto-organisation habitante, etc. On entend beaucoup là dans vos réponses, on parle très vite de partis politiques, quoi. On entend aussi parce que il y a un retour très fort, ils sont très présents parce qu'il y a le jeu parlementaire qui prend énormément d'espace médiatique, parce qu'il y a la présidentielle qui est bientôt. En fait,
on pourrait dire, par exemple, sur les listes citoyennes et participatives, je pense qu'un peu partout en France, il y a bien des gens qui doivent dire ça. À quel point est-ce que c'est clair politiquement, où est-ce que ça se situe sur l'échiquier? Parce que par exemple, les listes citoyennes participatives parlent beaucoup de méthodes, de comment on prend des décisions, mais ça ne dit pas forcément le fond de ce qui est porté. Et ça peut aussi, on peut aussi dire, vous divisez la gauche, alors que il y a encore quelques mois, l'obsession était à l'unité de la gauche. Je vais un peu vous provoquer là pour essayer de dire c'est quoi finalement le rapport que vous avez aux partis politiques. On a entendu parler d'autonomie par rapport aux partis politiques, de rapport de force ou de volonté de les faire bouger aussi. Si on va aller sur la parité sociale, il y a un truc de plaidoyer. Mais quel est le rapport que toi, par exemple, enfin Camille, que le réseau Action Commune entretient, voilà, et vers quoi est-ce qu'il faudrait aller selon toi? Bon, c'est compliqué de venir ici dans un endroit qui est organisé par un parti politique, qui a une grosse histoire, et donc du coup de venir dire les partis ils ont rien compris depuis toujours. C'est pas vrai, je dis pas ça. Je dis juste malheureusement les partis ont perdu une manière de structurer la vie politique, une manière de former les gens, une manière d'être créatif aussi dans les manières de fonctionner. Qui aujourd'hui sont peut-être un peu repoussoirs. Aujourd'hui, notamment à gauche, peut-être que les histoires de machin, de bidule, de trucs, machin, il est en alliance avec machin, et puis après, ils sont plus d'accord, et puis après... Bah, peut-être que tout ça, ça a un peu lassé les gens. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans les personnes qui sont démobilisées, dans les fameux abstentionnistes, on retrouve des gens qui ont le cœur à gauche, et qui par contre ont d'autres attentes. Et je pense qu'il y a une attente très forte de retrouver de la souveraineté sur sa vie et de retrouver du pouvoir politique et d'arrêter de le déléguer à d'autres. Donc nous, en réalité, on défend dans notre boussole la justice sociale, l'écologie. Bon, je vais pas faire un dessin, mais donc du coup, on est à gauche. Mais on est à gauche sans avoir besoin de dire absolument on est à gauche et puis on a telle analyse du monde, parce qu'en fait... le terme sur lequel tu ne m'as pas interrogé, mais sur lequel tu m'interroges d'habitude, Margot, c'est celle de dire est-ce que quand on fait des listes citoyennes, on n'entretient pas une espèce de confusion et de confusionnisme entre il n'y a plus de valeur, la droite, la gauche c'est pareil, machin. Moi je l'entends, mais je sais pas si c'est nous qui sommes confus ou si c'est globalement la situation qui est si confuse et confusante en fait. Aujourd'hui, malheureusement, c'est peut-être là, Macron l'a fait, le clivage et la manière de se positionner, justement, puisque tu m'interrogeais là-dessus sur l'échiquier politique, mettre toute son énergie là-dessus, ça peut être un peu fatigant, parce qu'il y a des logiciels partisans, il y a des idéologies qui, par exemple, ne se sont pas suffisamment rapidement ajustées et adaptées à l'état du monde. N'ont pas suffisamment anticipé les questions de racisme, les questions de changement climatique, les questions de sexisme. En fait, on a des idéologies qui sont qui aujourd'hui n'offrent pas de réponse, et n'offrent pas de réponse notamment sur la question démocratique. On a un manque total d'imaginaire démocratique parce qu'on est dans des sociétés qui sont patriarcales, donc qui sont très hiérarchisées, qui sont très centrées sur le pouvoir d'un bonhomme. Et qui n'ont pas vraiment, qui le questionnent aujourd'hui, mais qui n'ont pas questionné ce que ça implique en termes de culture, et de culture aussi, y compris militante et politique. Donc du coup, nous, on se permet de se dire, allez, on prend de la distance avec ça, on se revendique pas de machin ou de choses, mais par contre, on lance une expérimentation, et une des choses qu'on dit, il y a un rapport qui est sorti là-dessus sur l'action des listes participatives et citoyennes qui s'appelle « Prendre le pouvoir pour le partager ». Et donc du coup, nous, c'est ça l'ambition, c'est ça qui est marqué dans la boussole démocratique, c'est qu'on n'est pas des listes citoyennes, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas inventé le concept. Par contre, liste citoyenne et participative avec cette vraie exigence de changer les choses, ça c'est un peu nouveau. Et c'est un peu nouveau, je suis tranquille aussi pour le dire, que l'État a attaqué certaines des communes du réseau quand ils ont essayé, par exemple, de mettre en place pour une assemblée populaire décisionnaire de l'indemnisation des participantes pour favoriser en fait la participation notamment des gens précaires. Et bien ça aujourd'hui,
quand on essaye de faire ça, la préfecture attaque la ville de Poitiers en disant ce mécanisme-là d'indemnisation est illégal. Aujourd'hui, quand la ville de Grenoble fait un budget participatif en disant on autorise les gens de moins de 18 ans, à partir de 16 ans de voter, elle se fait attaquer par la préfecture. J'avais un dernier exemple, mais il m'échappe. Enfin, on est dans un état répressif et on est dans un état qui réprime, y compris les expérimentations démocratiques et les choses qu'on peut essayer de mettre en place pour partager le pouvoir à l'échelle locale. Donc je ne sais pas si on est... en fait, je questionne la nécessité d'être absolument solide sur ses bases, étiqueté à tel ou tel endroit, alors qu'en fait, par exemple, et c'est notamment, et je finirai là-dessus, nous on a beaucoup de listes en ruralité. Et en fait, quand tu es dans une ville moyenne, quand tu es dans une ville à 40 000 habitants, il y en a 3 des militants de tel parti, il y en a 3 des militants de tel autre, ils sont 3 dans leur truc, mais par contre c'est eux qui ont le logo. Donc du coup, c'est eux qui vont avoir le pouvoir et qui auraient cette légitimité qui vient du logo, qui vient du financement du parti, qui vient... Et en fait, ça, c'est sclérosant pour la vie politique, parce qu'en fait, c'est les mêmes individus qui, du fait de leur appartenance à tel parti national, pensent avoir le savoir, pensent être sachants, pensent être légitimes à gouverner au niveau municipal, alors qu'en fait, on a des responsables, notamment associatifs, qui font énormément de choses pour leur territoire et qui mériteraient d'être élus. Merci. Je propose de changer un peu l'ordre. Peut-être Salah, dans l'Assemblée des quartiers, il y a quand même une grosse tradition d'autonomie politique par rapport au parti, parce qu'il y a le mouvement immigration, enfin il y a des membres qui étaient au mouvement immigration banlieue, même les motivés, le comité Adama. Comment est-ce que du coup, quel est aujourd'hui votre rapport au parti politique par rapport à cette tradition, et qu'est-ce que ça fait d'investir le champ électoral comme ça aussi de façon groupée à travers ce réseau, et de le faire aujourd'hui dans votre rapport, ça résonne, hein, dans votre rapport au parti politique? En fait, c'est pas la question de est-ce qu'on est de gauche ou quoi. On est la vraie gauche. C'est bon. Ça, c'est clair et net. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la fausse gauche. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, il n'y a pas de doute là-dessus. Et qu'en plus, c'est toujours nous qui faisons le pas. Toujours. C'est toujours nous qui faisons l'effort. Et dans, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, il y a 2 choses. Je parlais de diversité de sensibilité. Donc, ça veut dire plus ou moins... mais c'est surtout sur des sujets ou des pratiques, j'ai pas trop le temps, mais est-ce que plus ou moins radical, des choses comme ça. C'est ça la diversité, c'est des histoires entre le comité Adama et le réseau Passant Nous, c'est pas la même pratique. Mais par contre, le rapport au parti politique, même si du coup, du fait de la diversité de sensibilité, il peut y avoir plus ou moins de facilité avec telle ou telle organisation, mais par contre, c'est le même, en fait. Parce que c'est ce que vient de dire Camille à l'instant. C'est-à-dire que on peut se sentir... en fait, le sujet, c'est que... Allez, 2 minutes, je vais les défendre, les partis politiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont faibles. Ils sont affaiblis. Donc, en fait, ils n'ont plus qu'une seule préoccupation. C'est pas tellement de produire des idées, c'est de préparer les élections. Donc, ils font que ça, quoi. Toute la journée. Et puis, je vais être bienveillant dans le sens où, bon, ben, voilà, c'est devenu leur métier. Les Verts, Génération, je parle de la gauche, même PS, tout ça, en fait, ils produisent peu d'idées. Très, très peu d'idées. Et ils sont très peu le relais, parce qu'ils pourraient l'être. Mais vu que le syndicalisme, l'éducation populaire, tout ça, est aussi très affaibli, à une certaine époque, on va dire, ils étaient un peu le relais de ça, quand même, malgré tout. Aujourd'hui, non. Voilà, et après, il y a la particularité de la France Insoumise, qui peut-être produit, sans jugement de valeur, peut-être plus d'idées, mais qui en réalité n'est pas un parti. Puisque c'est un mouvement qui n'a pas de vie démocratique. Donc, voilà, ça, c'est notre... Et ce qui est important, en fait, pour moi, c'est donc, on parlait d'autonomie, c'est l'autonomie de décider avec qui on va faire, comment on va faire. Donc nous, avec l'Assemblée des quartiers, là, quand on aborde la question des municipales, selon les endroits, selon les villes,
Donc moi j'ai dit à Toulouse, on a fait alliance avec la France Insoumise, ça ne va pas être le cas à Montpellier, ça ne va pas être le cas dans le Nord, ça ne va pas être le cas à Angers. Tout à l'heure on parlait de Bagnolet, il y avait Youssef, ben lui il a les deux, il a les Verts et la FI. Donc ça dépend des endroits aussi, parce que c'est l'élection locale malgré tout. Donc c'est des situations, et je vais quand même lâcher un petit truc. On est aussi, quand on est sur les municipales et sur le local, on est aussi sur des, j'allais dire presque des relations humaines, quoi. Il y a aussi cette réalité-là qui compte beaucoup. Tu peux pas, même si tu es 100% d'accord avec une personne, et si tu peux pas tellement tu peux pas t'encadrer, tu n'arrives pas à te parler, tu vas pas aller aux élections. C'est bon, laisse tomber, tu fais autre chose. Donc, c'est pour ça que c'est un endroit intéressant. C'est un endroit vraiment, vraiment intéressant. Donc, du coup, par contre, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment important quand même qu'on ait cette parce que tu sais, tu disais les petites villes, mais c'est pareil dans les grandes villes. Hein. Je veux dire, à l'échelle d'une ville comme Toulouse, il y a des gens qui décident d'être aux élections, de jouer un rôle important, et ils ont voté à 50. Hein. Ils ont voté à 50. Voilà, je ne vais pas donner de nom, mais c'est comme ça. Après, il y en a d'autres qui n'ont même pas voté, donc c'est pas grave. Donc du coup, voilà. Non mais, nous, c'est vraiment ça. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on arrive vraiment on se projette. On est obligé de se projeter. Parce qu'il y a la situation politique globale, on est vraiment obligé de se projeter. Il y a les municipales qui arrivent. Nous, ce qu'on voudrait avec l'Assemblée des quartiers, c'est arriver à durer. C'est difficile, on n'est pas toujours d'accord entre nous. On voudrait arriver à quand même installer quelque chose qui puisse être là dans la durée, et peut-être pour les prochaines échéances, et aussi pour les luttes locales, et arriver avec des propositions, des propositions qui sont sur la question démocratique, c'est ce que disait Karim. C'est ça le sujet. Dernier mot là-dessus. En fait, en dehors de cette question du paysage politique, le sujet, nous, je disais tout à l'heure avec l'Assemblée des quartiers, dans notre démarche, on est autonome, on n'est pas sectaire, et on est persuadé que, par exemple, Toulouse, on ne peut pas gagner si je fais une liste quartier. Je fais 3%, c'est réglé. Je peux faire la liste quartier, mais voilà. Par contre, on est donc contraint à des alliances. Et les alliances, c'est pas des alliances seulement avec les partis politiques, c'est aussi ce que j'appellerais des alliances de sociologie. Différentes sociologies de la ville qui sont alliées ensemble parce qu'ils ont la même préoccupation sur la question démocratique, ou des préoccupations communes sur la question démocratique, sur la question des biens communs, sur la question écologiste, et sur la question, et ça pour nous c'est déterminant, sur la question de l'antiracisme. On ne pourra pas être, notre projet c'est une ville antiraciste. Ça c'est obligé. On ne peut pas le réfléchir différemment. Merci beaucoup. Annie, est-ce que tu as envie de réagir sur cette question du rapport aux partis politiques et sur comment démocratiser la politique aussi? Quel mode opératoire vous avez choisi par rapport aux partis? Alors, déjà oui, enfin, moi je rejoins ce qu'ont dit Camille et Salah, et ce que tu disais Salah, c'est effectivement en fonction de l'endroit, en fait, t'adapter à l'endroit où tu vas te présenter pour les municipales. Donc il peut y avoir des alliances de circonstances. Le problème, c'est de ne pas réitérer ce que font les partis politiques en général, c'est-à-dire imposer des personnes, imposer un programme. Et quand tu disais, je me suis vraiment retrouvée quand tu as dit il n'y a pas de production d'idées. Et oui, il n'y a pas de production d'idées, tu as raison. Ce qui importe, c'est la vie du parti, c'est de l'argent. Pour que le parti vive, il faut du fric. Et pour qu'il y ait du fric, il faut qu'il y ait des élus. Et donc, c'est une constance. Et puis les élus, surtout les grands élus, quand ils sont élus, tout ce qui les intéresse, c'est d'être réélus, en fait. Et donc, nous, à démocratiser la politique, justement, on veut faire des propositions là-dessus. C'est-à-dire sur les cumuls de mandats. Plus tu cumules, moins il y a de renouveau démocratique. On le voit aussi pour les femmes, hein, pour le genre. Là, on régresse même à l'Assemblée nationale au niveau du nombre de femmes, et ne parlons pas du Sénat.
Et quand vous regardez les délégations qui sont données dans les communes, dans les grandes communes ou dans les agglomérations, dans les communautés de communes, quand on regarde, on peut mettre en parallèle le genre et les classes populaires. Quelle délégation on donne à qui? Et en fait, nous, c'est ça. C'est là-dessus qu'on veut travailler aussi. C'est dire, il faut arrêter de donner, pour les femmes, la délégation, on leur propose la petite enfance, on leur propose la scolarité, c'est rarement les finances ou l'espace public. T'es dans les classes, t'habites dans un quartier populaire, on va te donner les associations, le sport, parce qu'on sait que les immigrés, les Noirs et les Arabes sont nettement meilleurs en sport que les autres. Non mais c'est des projections, hein, mais c'est ce qu'on entend. Enfin, moi je l'ai vu en temps. Moi j'étais directrice de cabinet d'un maire à Paris. Donc j'ai vécu la ville de Paris où j'étais la seule à pas avoir fait Sciences Po, où j'étais la seule DIRCAB à me ramener en jean. Et on me reprochait, on me disait que je m'habillais mal. Moi, je suis bien en jean en fait, j'aime bien être en jean. Et quand j'entendais le mépris de classe de la part de directeurs et de directrices de cabinet, ou de la part de directeurs de service, etc. Et donc moi, c'est ça, c'est là-dessus qu'on travaille avec démocratiser la politique, c'est de voir aussi comment on peut former. Alors tu disais, oui, éducation pop, il n'y a plus de fric. Enfin, moi, je sais qu'à la région, je me bats contre Pécresse qui donne plus d'argent à l'éducation populaire. Parce que c'est là aussi qu'on arrive je dirais pas éduquer, j'aime pas ce mot-là, c'est à former. Et comment on forme? Comment on fait que les personnes puissent dégager du temps aussi? Parce que quand on a peu d'argent, quand on a peu de temps, quand on est seul avec des enfants, beaucoup de familles monoparentales aussi, comment on fait pour dégager du temps pour avoir cette activité annexe de participer à la vie de la cité? Et c'est là où on veut faire des propositions là-dessus, et Kevin en parlera tout à l'heure, mais de façon à ce qu'on soit dans le concret. Et tout ça, oui, sont des barrières, et alors que ça ne devrait pas l'être. Merci. J'ai envie de vous poser la question maintenant de l'auto-organisation, de comment est-ce que les municipales, ça peut faciliter, comment est-ce que ça peut être un catalyseur de l'auto-organisation habitante. Ça, c'est un de vos points communs, je pense. En tout cas, votre objectif, c'est que les gens retrouvent prise, s'organisent pour pouvoir prendre des décisions, avoir du pouvoir sur leur propre vie. En quoi est-ce que la voie électorale et la voie des municipales peut permettre de faire ça? Tout à l'heure, Camille, tu parlais en fait, on fait ça et demain, l'idée c'est d'avoir aussi des mairies qui vont entrer en résistance, qui vont pouvoir aussi désobéir. Mais en quoi est-ce que déjà aujourd'hui, là, la campagne ou la dynamique pour préparer les municipales, ça peut être un catalyseur de résistance ou d'auto-organisation habitante? Est-ce que vous avez des illustrations, des exemples, soit de ce que vous avez vous-même fait, ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous avez fait par le passé, ou des inspirations ailleurs dans le pays ou à l'étranger? Je commence là-dessus. C'est un peu pas mal. C'est un peu difficile, mais une des choses qu'on porte dans le réseau, c'est que être élu, c'est pas un gros mot. Être élu, c'est pas mal, c'est pas grave en fait. Être élu, c'est bien. En fait, on a le droit, et puis en fait même on a la responsabilité à un moment si on porte des choses politiquement, d'être l'élu qu'on souhaiterait voir. En fait, on a beaucoup de revendications en face des élus. On dit il faudrait qu'ils soient comme ci, il faudrait qu'ils portent ça, il faudrait. Eh ben allons-y. Les élus, c'est bien. Et ça, parce qu'à un moment c'est un peu ça la politique. Et puis en plus avoir le pouvoir, c'est un peu se trahir, c'est le pouvoir corrompt. Bon, on peut en discuter, mais on ne discutera pas là maintenant. Mais en tout cas, quand on est dans une situation aussi difficile que ce qu'on vit là maintenant, en fait, à un moment, il faut déjà se lever cette barrière-là, de se dire les élus, c'est d'autres que moi. Et en fait, on peut avoir cette exigence morale-là de se dire j'y vais.
je ne sais pas dans quelle ville vous êtes. Donc je ne sais pas si... est-ce que vous vivez tous dans une ville de plus de 100 000 qui vit dans une ville de plus de 100 000? Ouais. Qui vit dans une ville de moins de 100 000? De moins de 100 000, 100 000, hein. Ouais, personne. C'est difficile. Une ville de 100 000, c'est un peu... Là, vous n'aurez pas de solution magique. Oui, bon, en fait, vous connaissez la solution. Déjà, en ce moment, il y a Bloquons tout. Il faut y aller. Les petites AG, les machins comme ça, il faut y aller. Il faut rencontrer des gens. Et puis, il faut oser dire, eh ben, voilà, let's go, la prochaine échéance, c'est les municipales, pourquoi pas nous? Et en fait, on peut se réapproprier déjà rien de ce concept-là et commencer à s'organiser. Mais après, là, vous êtes tous en ville de plus de 100 000. Moi, si vous étiez 6 000, ce qui a marché dans le réseau, c'est qu'ils sont allés balancer des tracts dans toutes les boîtes aux lettres en disant ben, on fait une assemblée à telle heure, à tel endroit. Et là, des gens qui ne se connaissaient pas sont venus. Et en fait, ils ont réussi à gagner leur mairie. C'est le cas à la crèche. Et en plus, ils ont fait des processus comme des élections sans candidat. Ils ont mis de côté la question de la tête de liste, de l'ordonnancement de la liste pour se concentrer sur le projet, sur la manière de faire le projet avec les gens. Et en se disant, à la fin, on fera une méthode qui s'appelle une élection sans candidat pour trouver les candidats. Mais quand ce sera le bon moment, quand on sera connu, quand on verra qui bosse. Et ensuite, eh ben, du coup, en attendant, on peut faire une liste, on peut se lancer dans une dynamique municipale sans être en mode on suit machin et le truc il ira à telle place, parce que c'est ça qui bouffe un peu la tête. Et on se concentre sur le projet. Donc, ville de plus de 100 000 habitants, j'imagine que par ici ça doit être un truc comme Paris. Et ben, bon courage, parce que Paris c'est aussi quand même très particulier. Je ne peux pas répondre à cette question, enfin, ce ne serait pas adapté là maintenant, mais peut-être ça a des réponses là-dessus. Comment c'est bien les petites villes aussi, hein, tu peux c'est quand même inspirant. Ça là, tu veux prendre ensuite? En fait, du coup, nous on est sur une question, donc qui est celle des quartiers. Donc du coup, là en ce moment, la question qu'on se pose en permanence, puisqu'on va rentrer en campagne, est-ce qu'on épouse la logique de la liste sur laquelle on est, enfin en tout cas de l'alliance qu'on a faite, qui est de s'exprimer sur tout, ou est-ce qu'on reste sur notre sujet? Et là, bon, alors on est plutôt sur la seconde option, quand même, malgré tout, même si parce que même si c'est pas évident, parce que c'est quand même c'est des dynamiques ou des machines qui peuvent vite aspirer. Il faut représenter, il faut dire, il y a des sujets très généraux, quoi, les écoles, ça vaut pour tout le monde, et ça vaut pour les quartiers, ça vaut pour l'ensemble de la vie. Mais par rapport à notre préoccupation, ce en quoi en tout cas on est en train de réfléchir, c'est de dire mais comment on peut s'adresser aussi à l'échelle de quartier et quartier par quartier. Alors du coup, ça réduit un petit peu quand même la taille de ce que tu as, du coup, de dire, même s'il y a quand même des gros quartiers avec des... C'est ça, en fait, la question qu'on a, c'est ça que je disais tout à l'heure, et là, tu as raison, c'est... En fait, il faut vraiment qu'on... ça va faire une différence importante que la majorité municipale, elle change ou pas chez nous à Toulouse, mais en même temps, ça va pas tout changer, on le sait. Donc, il y a la question des instruments à l'échelle de là où on vit, et comment on se... Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire comme proposition et quelle garantie on peut avoir que ça puisse exister si on est sur la liste qui a gagné. Et tout à l'heure, c'est ça aussi, quoi. On est quand même un peu dans... tout à l'heure, tu as dit un pied dedans, 1000 pieds dehors. Aussi, la discussion qu'on doit avoir, et la discussion qu'on essaie d'avoir, là où c'est des fois un peu compliqué, c'est de dire, mais non, mais attendez. Alors tu dis, il faut qu'on gagne la mairie, parce que c'est super important, mais ça ne va pas suffire de gagner la mairie. Même si je suis adjoint à la culture, je ne vais pas non plus... voilà. Et donc, on a aussi cette discussion-là qui est de dire, mais il faut absolument qu'on continue à exister comme collectif, et tant qu'on est en collectif, c'est qu'on existe comme une force sociale dans la ville, quoi. Ça, c'est vraiment important.
Moi, de mon expérience, juste quand j'ai fait les motivés, quand on a fait les motivés, c'était pas une liste de quartiers. On a pris l'initiative, à partir de notre histoire, et justement, on a fait une alliance avec d'autres. C'est pas des partis politiques pour le coup, c'était d'autres secteurs de la société civile, comme on dit. Mais la difficulté qu'on a eue, une fois que l'élection était passée, que l'euphorie de la campagne était passée, quand même, avec les gens avec lesquels on était alliés, c'est de se retrouver, de recréer un langage commun pour dire comment on fait pour rester ensemble. Et franchement, on n'a pas eu de chance parce que, bon, je ne sais pas pour trouver une excuse, mais on n'a pas eu de chance parce que quand on a été élu en mars 2001, 6 mois après, on a une usine qui a explosé à Toulouse et ça a complètement bouleversé notre agenda, quoi, parce que bon, il y a eu 30 morts, des milliers de logements détruits, et moi j'ai passé, puisque j'étais élu, la moitié de mon mandat, en fait, l'ordre du jour, c'était l'explosion de l'usine AZF. Voilà, c'est tout. On a fait que ça pendant 3 ans. Et encore, c'est pas, voilà. Mais ça nous a plombé, bon, voilà. Moins que les gens qui ont souffert et qui sont morts, évidemment. Mais par rapport à notre dynamique, c'est devenu... Mais ceci dit, je vous le dis, ça c'est documenté. C'est nous. Comme quoi, c'est pas pour dire, comme quoi nos logiques, là, ce dont on parle, c'est très, très opérationnel, très utile. Parce qu'en fait, quand l'usine a explosé, voilà, beaucoup de bâtiments détruits, beaucoup de sinistrés, c'était les sinistrés. Et à un moment donné, donc la mairie de Toulouse, le maire de Toulouse à l'époque, on était très gâtés, c'était Philippe Douste-Blazy. Et le truc, c'est que bon, on était dans l'extrême urgence, hein, puisque il y avait des blessés, il y avait des morts, il y avait tout ça. C'était vraiment il y a un quart de la ville qui était sinistré. Voilà. Bref, je vais être long aussi. Mais juste pour raconter un truc, c'est que là où on était utile, c'est qu'à un moment donné, ils ont mis en place des choses, la mairie, dans l'urgence. Et à un moment donné, bon là c'était l'union sacrée, quoi. C'est-à-dire en gros, on était là, il fallait juste tout le monde. Et en fait, on leur a mis, nous les élus motivés, c'est nous qui leur avons mis en place le système pour venir en aide aux habitants du quartier. Parce qu'ils ne comprenaient pas, et on leur disait mais non, mais en fait, c'est sympa votre cellule d'aide psychologique, mais là, on va mettre par quartier une cellule, vous allez mettre une personne des assurances, vous allez mettre un responsable des bénévoles, vous allez mettre un responsable des... On leur a fait les cellules de crise, vous allez appeler ça, dans les quartiers sinistrés. Ah d'accord, il notait, le gars là, il était là avec son papier, l'adjoint au maire, il notait tout, ils l'ont fait. Et parce qu'en fait, ils étaient totalement là dans un état de crise extrême, c'est là où on mesure en fait à quel point leur système, ce système-là, il est inadapté. Incapable de venir à l'aide des habitants, au secours des habitants, mais tout simplement parce qu'ils n'appréhendent pas les modes de vie, je veux dire, du style de dire oui, vous avez, au Mirail, il y a une partie du Mirail qui a été de dire mais les gens, des baies vitrées qui ont sauté, des murs qui sont tombés, et de dire aux gens mais oui, vous comprenez, ils jettent le truc par les fenêtres. Et ouais, mais l'ascenseur il marche plus, donc quand tu habites au 7e, pour débarrasser les gravats, tu vas pas attendre que les services de la mairie qui sont larges, qui sont super débordés, parce qu'il y a une usine. Comment on fait? On peut pas réparer l'ascenseur tout de suite, donc comment on fait? Et donc c'était des trucs comme ça, je le raconterai plus longuement un jour, mais c'était intéressant, je pense, que par rapport à ce qu'on est en train de raconter. Vas-y, est-ce que tu Oui, moi je pense que oui, tu as raison. Moi, je l'ai vu aussi pas mal dans le cadre de mon activité professionnelle. C'était la même chose quand je parlais des recrutements tout à l'heure. Moi, j'avais une équipe dans la mairie, c'est moi qui recrutais les gens.
Et je recrutais des gens qui avaient des profils divers pour aider les élus. Et je me souviens d'une chargée de mission en particulier qui était arrivée avec un contrat aidé. Donc Nana, contrat aidé, avec un parcours de vie très compliqué, qui connaissait les galères, etc. Et elle était chargée de mission au logement. Donc vous imaginez le logement, le nombre de personnes qui arrivaient, qui avaient besoin d'aide, les mamans seules avec enfants et tout. Eh bien elle connaissait, elle savait ce que c'était d'être dans la galère du logement, etc. Et le fait de l'avoir en cabinet, enfin moi aussi je connaissais bien. Donc quand on me disait oui mais vous connaissez pas, je dis pas si, expulsion avec enfants, je connais, en fait je l'ai vécu. Mais le fait de l'avoir comme chargé de mission, c'était quelqu'un qui lâche rien, qui appelait la préfecture, qui appelait les services sociaux, qui me soutenait. Enfin moi, quand une maman seule arrivait avec un enfant en plein hiver dans le hall de la mairie et qu'elle avait nulle part où aller dormir, j'appelais la mairie centrale, la mairie de Paris, je leur disais, voilà, nous on la vire pas, on la laisse dans la mairie. Ouais, mais vous n'avez pas le droit. J'ai dit, nous on s'en fiche, on la garde, on met pas dehors une maman avec un enfant. Voilà. Et donc cette chargée de mission-là, eh bien, c'était pas l'administration, c'était pas bah non, faut faire ci, faut faire ça, faites ci. Elle l'aidait, elle était dans l'action et elle aidait. Et donc c'est aussi ça. Et je pense que si on l'a recruté, nous, c'est que on était justement notre vie, le milieu duquel on venait et dans lequel on était encore pour certains, et bien on savait qu'on était capable. On était capable, sans avoir fait des grandes études déjà, juste en sachant où on est, ce qu'on doit faire et comment on doit le faire, mais au moins on allait jusqu'au bout. Et ça, dans une mairie traditionnelle où on recrute soit les enfants des copains, soit les copains et les copines, mais avec toujours le même type de CV, c'est-à-dire toujours le même cursus scolaire, toujours les mêmes écoles, ça ne fonctionne pas. Donc dans une mairie, enfin moi chez moi, il y avait des gens qui avaient fait Sciences Po parce qu'ils savaient écrire nettement mieux que moi, ils allaient beaucoup plus vite pour lire un dossier, etc. Mais ils étaient là pour ça. Mais pour la vie, pour le réel, pour être sur le terrain, eh ben non, je prenais d'autres personnes qui avaient un autre cursus et ça fonctionne et c'est complémentaire. Et ben, d'élus qui viennent aussi la vraie vie. Et donc c'est à ça que ça me faisait penser ça là. Parce que je pense que c'est aussi ça qu'il faut qu'on arrive à changer. Parce que ça fait partie de l'élite. Si vous voyez les recrutements dans les cabinets politiques, c'est toujours les mêmes. Et c'est ceux qui vont devenir élus après. Hein. Donc moi souvent je leur dis aux jeunes chargés de mission qui sortent de Sciences Po, allez un peu dans la vraie vie. Ne restez pas dans des cabinets politiques toute votre vie. Allez dans la vraie vie. Allez voir ce que c'est de travailler dans la vraie vie. Merci. On pourrait tirer pas mal de fils, notamment sur le rôle d'une mairie, encore plus dans un contexte, dans le contexte actuel. Peut-être que là, dans l'Assemblée, il y a des gens qui ont des questions. Je vous donne la parole. Peut-être qu'on peut prendre, si vous avez envie, on peut prendre quelques prises de parole. Vous pouvez aussi parler de vos expériences dans vos villes. Et puis, on fera un tour de conclusion en réponse, si ça vous va. Alors, bonjour, merci beaucoup pour cette table ronde. Je pense que c'est très important dans ce contexte politique et en particulier aujourd'hui, et surtout d'aborder ce sujet des classes populaires, des personnes racisées, du manque de participation politique, et en même temps avec une lueur d'espoir. Moi, par exemple, pendant les élections législatives, donc les dernières, qui n'étaient pas prévues au départ, on pensait partir en vacances tranquillement après une grosse année militante. On se retrouve avec une dissolution du gouvernement, mais un front
populaire qui a été porté par un corps de partis politiques, mais également de la société civile. De là, on a réussi à faire voter des gens qui ne votent plus. Et les gens qui ne votent plus sont des gens qui voteraient de gauche. Donc, comme quoi, parfois, l'émulation politique et le fait qu'on soit dans l'espace public, qu'on aille tracter et que ça soit pas n'importe qui, ça soit ta sœur, ta cousine, ton ami qui vient de te donner le flyer, ça a un impact hyper positif, qu'on soit dans les partis ou pas. Après, de manière globale, ce que vous dites, le constat est là, il est sociétal. Aujourd'hui, on a peu de toute façon de personnes des classes populaires ou des personnes racialisées dans des postes à responsabilité. Moi, par exemple, je travaille à la région de France. Je suis la seule femme noire dans les bureaux. Voilà, les autres, elles sont à la cantine ou à l'accueil. Voilà, toujours classique ou au ménage. Classique, vraiment, je me sens seule, mais j'ai l'habitude maintenant. Aussi, je voulais parler là de ce que vous avez évoqué tout à l'heure. J'ai trouvé ça intéressant, l'explosion qui s'est passée à Toulouse. Moi, je trouve justement c'est un super levier politique de démocratie participative et citoyenne. C'est comment on arrive à faire imaginer avec les citoyens la ville de demain, concrètement. Là, la ville a explosé, il y a eu des choses très graves. Comment, et avec cette idée de cellule, j'ai trouvé hyper pertinent de comment on arrive à les faire venir et à penser ces espaces pour repenser sa ville de demain. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Alors, c'est plus moins des questions, plus en constat de ce qui est en train de se raconter. Également, je voulais quand même révéler quelque chose. Moi, j'ai commencé à m'engager politiquement en 2013. J'avais 18 ans, c'était un an après l'élection de François Hollande. Je me suis engagée parce que, voilà, un homme de gauche qui portait au départ des brésilés de gauche, qui finalement, bon, après la déchéance de la solité, ça n'a plus été vraiment le débat, mais j'étais aussi un peu engagée dans mon territoire. Et ce qui m'a quand même avéré, et moi je suis issue de classe populaire, hein, vraiment je suis une classique, cliché femme noire. Ce qui m'a marqué, c'est que tous ces espaces un peu démocratie des quartiers, là, les conseils de quartier, etc. Moi, je trouvais que c'était au départ intéressant, mais très stigmatisant, parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes. Donc, en gros, c'est Papy Mamie, qui était militant au Parti communiste français d'antan, qui vit dans un quartier populaire, qui va y aller. Ou c'est des gens qu'on va forcer à venir et qui ne sont pas forcément plus intéressés, ou des gens vraiment motivés, donc des jeunes. Souvent, ces jeunes-là qui mobilisent très jeunes, avec la MJC, le conseil local des jeunes, ce genre de profils qui sont un peu plus sensibilisés. En fait, le problème, c'est que eux, ils vont n'être que là pour être instrumentalisés. Et moi, ce qui me marque et qui me choquait, c'est qu'en fait, on ne crée plus aujourd'hui des espaces réflexifs de monter en compétence pour ces jeunes. Et ça fait le lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure en fait, les partis politiques qui, à la base, produisaient de la pensée ne produisent rien. Moi, vraiment, là, je suis en train de réfléchir à des projets de gauche fort récemment, des gros projets, genre, je me souviens, Benoît Hamon et le revenu universel. Bam! Là, on est sur de la politique, on porte une vraie politique sociale. Mais depuis, j'entends, bon, le SMIC a augmenté, là, il est très bien, bon, voilà, mais il n'y a plus de projet de société. Et les jeunes et la population recherchent des projets de société. Donc, comment on crée comment on crée des émulations politiques s'il n'y a plus de projet de société? Donc, c'est un vrai problème. Et moi, j'avoue, j'ai été contente d'avoir eu cet espace-là, sachant que moi, de base, hein, je suis un peu comme vous, classe populaire, pas du tout, je m'attendais pas parce que je fais aujourd'hui, je suis dans une association, mais le monde social et politique m'intéresse, alors que mes parents mon père était agent de sécurité, classique, cliché, et ma mère auxiliaire de vie. Bon, comme quoi des fois on arrive à sortir de ce schéma, j'allais dire sociologique, ça marche, mais je suis impuissant. Hein. Franchement, des gens comme moi, j'en vois pas tant que ça. Et également, ce que je voulais dire, donc vraiment réfléchir à créer des espaces pour la montée en compétences sociales et sociologiques des jeunes des jeunes et des personnes qui veulent s'engager. Et surtout, aujourd'hui, pour moi, le plus gros problème qu'on a, c'est les partis politiques ne font que instrumentaliser les personnes racialisées. Quand j'ai été engagée à l'époque, à longtemps, j'avais l'impression que ma seule présence, c'est-à-dire viens devant Rama, installe-toi au premier rang, pour quand on prend des photos, on voit que tu es là, il y avait que ça. Par contre, toi, qu'est-ce que tu as proposé? Qu'est-ce que tu as pensé?
Là, pour l'instant, il n'y a personne. Du coup, c'est comment on réfléchit. Et moi, je crois, par contre, je fais partie de ces gens qui croient aux partis politiques, dans le sens où aujourd'hui, pour moi, on peut changer les choses à l'intérieur. Donc, c'est comment on arrive à faire revenir des jeunes et des personnes racialisées et des personnes des quartiers populaires dans ces espaces politiques, vraiment, qu'ils soient devant, et parce qu'ils soient devant pour leurs idées et leur implication locale, et pas qu'ils soient devant pour des photos. Voilà, c'est un peu mon... Désolé pour mon monologue. Et puis, pour pas être trop long, mais en fait, vous pointez voilà, des choses pour moi qui sont importantes, y compris dans la façon dont j'ai réfléchi à partir de mon parcours. Mais je veux dire deux choses. D'abord, on reprend l'exemple, et pour le compléter, sans trop mal dire là-dessus, de l'explosion à Toulouse, je tiens à préciser que je ne suis pas allé, comme c'est nos pratiques. En fait, si vous voulez, quand il y a eu ce moment-là, j'ai appelé le maire de Toulouse. Voilà, je venais d'être élu, ça faisait 6 mois. Il m'a dit, bon, je vous raconte, c'est trop rigolo, on pourrait faire une BD avec. Mais bref, je lui dis, il me dit, oui, mais j'ai fait ci, j'ai fait ça. Écoutez, ça va pas, mais vous voulez pas qu'on se voit? Et je vous dis, voilà. Et c'est vraiment le sens de l'intérêt général, c'était très grave, hein, ce qui s'est passé, donc je ne veux pas regarder droite, gauche, peu importe. Donc du coup, et quand j'y suis allé, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé avec une délégation d'habitants des quartiers concernés. C'est comme ça qu'on a fait le plan. Bon, en fait, au départ, il a flippé. Il avait rendez-vous avec moi et on est arrivé à 8. Voilà. Et donc, c'est vraiment cette question de l'intelligence collective, de la réflexion. Vraiment, c'est très, très important. Et ensuite, par rapport au reste, moi, je suis là où peut-être j'aurais un petit point pas de désaccord, mais pas de côté de divergence avec ce que tu disais, ou même ce que vous disiez à l'instant. C'est pas une question d'individu. On peut avoir un parcours, venir de là où vous venez, venir de là où je viens. Voilà. C'est pas une question d'individu, c'est vraiment une question. Il faut vraiment qu'on aborde les choses du point de vue du système. C'est pour ça que j'évoquais la question de comment on organise nos collectifs. J'ai fait de multiples expériences et j'ai tenté, une seule fois dans ma vie, un parti politique. Puisque, vous l'avez évoqué, j'avais soutenu Benoît Hamon au présidentiel de 2012 sur la question du revenu universel. C'était un moment de creux, voilà, où j'étais un peu, vous voyez, là, l'histoire de quartier, il y a des hauts et des bas, et c'était un moment de creux. Et après, je suis allé à Génération. Je restais pas longtemps, 2 ans. Mais tant qu'il était là, parce qu'en fait, et c'est pour ça que je dis que c'est pas une question individuelle, puisqu'en fait, l'orientation du mouvement par rapport au sujet qui nous occupe, elle était dépendante d'une personne, de la volonté d'une personne, du fondateur, de l'homme, voilà. Donc tant qu'il était là et qu'il disait je veux des listes, je veux des gens des quartiers sur mes listes, je veux... Dès qu'il est parti faire autre chose, c'est redevenu... Et j'ai de la sympathie pour les gens avec qui j'étais, c'est pas le sujet. Pour ceux qui sont députés aujourd'hui, je connais bien Benjamin Lucas, je connais bien Sophie, je connais bien ses passés, il n'y a pas de problème. Mais c'est la même logique. C'est redevenu un parti, voilà, donc je suis parti. Et c'est pour ça que je ne crois pas à ce que vous dites. Je ne crois pas. On peut, alors, si vous pouvez rentrer dans le parti et accéder à des postes de responsabilité aujourd'hui, même en venant de là où vous venez, ou même moi en venant de là où je viens, mais ça va rester marginal, et 2, ça ne va pas changer le système. Donc c'est pour ça que je dis les partis, pour moi je ne crois plus de l'intérieur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler avec eux et échanger avec eux, mais de l'intérieur, voilà, mais bon, discussion quoi.
Et moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de divergence. Toi aussi. D'accord. Oui. Mais si, dis-moi, pourquoi tu disais ça? Non, parce que tu prenais beaucoup des exemples de parce que c'est pas parce que tu m'as embauché que je viens de là que je vais être beaucoup plus volontariste sur des politiques sociales que quelqu'un même qui ne vient pas de là. Non, moi je suis pas d'accord avec toi. Je pense que justement, comme chez les élus, on a envie et on veut avoir divers profils, je pense que ce que je voulais dire, c'est que dans les cabinets, il faut aussi avoir divers profils. C'est ça. C'est pas dire qu'il faut remplacer un tel. Il faut une pluralité de profils pour avoir des gens qui ont aussi une capacité. Pour moi, une équipe dans une mairie, c'est une équipe, c'est du transversal, c'est tous ensemble. C'est pas une personne, le maire qui décide et les autres qui font, c'est tous ensemble. Et je pense que c'est ce qui se passe dans les communes qui ont été prises par des listes citoyennes. C'est travailler toutes et tous ensemble. C'est pas une personne qui dit. Et à partir de ce moment-là, il y a confrontation d'idées, il y a échange. Dans une équipe, en tout cas moi dans le cabinet dans lequel je travaillais, c'était comme ça que ça se passait. C'est-à-dire que j'avais des réunions d'équipe toutes les semaines, tout le monde pouvait avoir une idée sur la culture, par exemple. Ce n'est pas que le chargé de mission à la culture. Je vais vous charrier puisque vous êtes tous les de la région Île-de-France. Non, mais on se connaît pas. Non, mais maintenant on se connaît. Non, mais c'est pour animer la discussion, sinon on est tous d'accord. Othman Nasrou. Othman Nasrou. Mais Othman Nasrou, il ne vient pas des quartiers populaires, je suis désolée. Il vient de la grande bourgeoisie, il vient de la grande bourgeoisie marocaine. Et c'est là qu'il ne faut pas mélanger. C'est que pour moi, quelqu'un, et il a eu, je le subis assez, le premier conseil régional, la première session à la région, quand j'ai été élue, la première session, Othman Nasrou, qui était à la tribune, je critiquais un projet de la région, m'a dit, alors qu'il est d'origine marocaine, la grande bourgeoisie marocaine, moi algérienne, vraiment pas la bourgeoisie algérienne, m'a dit « Madame, vous n'aimez pas votre pays ». Il m'a dit ça à moi. Donc j'ai dû prendre mon écharpe et lui dire « Moi aussi, je suis élu de la République ». Donc là, tu mélanges les torchons et les serviettes. Mais ce que je voulais dire, non, moi je voulais intervenir sur les conseils de quartier et tu as raison. Les conseils de quartier, ça ne fonctionne pas en général. Ça ne fonctionne pas parce que tu réitères et c'est la même chose que les personnes qui se présentent aux élections municipales. Et ça, moi, quand j'étais DIRCAM, je l'ai vu, on le voyait que ça ne fonctionnait pas. C'était toujours les mêmes personnes qui prenaient le pouvoir dans les conseils de quartier. Donc ça ne fonctionne pas. Donc il faut aller au pied des immeubles, il faut aller mettre ta table en bas de l'immeuble et il faut aller dire voilà, on a un projet et voilà ce projet c'est quoi. Et quand tu es dans Paris et que tous les habitants dans les quartiers populaires qui disent il faut planter des arbres et qu'on leur dit non, là on ne pourra pas, et ben tu vas au pied de l'immeuble avec les services, avec des plans, avec des coupes et tu dis ah ben voilà pourquoi on ne peut pas planter d'arbres. On ne peut pas planter parce que là en dessous il y a des installations électriques et en dessous il y a et puis en dessous il y a le métro. Et ben les gens comprennent. Et ils arrêtent de t'engueuler, ils arrêtent de te dire « moi je veux un arbre là ». Ils comprennent parce que les gens sont intelligents en fait. Et simplement, il faut aller leur expliquer. Et plutôt de leur dire « venez en mairie parce qu'on va vous expliquer ». La mairie, c'est l'autorité. Et ben non. Et dans la mairie dans laquelle je bossais, on s'était fait retoquer au niveau du règlement des conseils de quartier, parce que chez nous, les élus n'avaient pas de droit de vote. Et ils étaient dans l'assemblée, le conseil de quartier qui était automatiquement paritaire, hommes-femmes, donc union d'hommes, union de femmes, c'était obligatoire. Et les élus étaient dans l'assemblée et ils étaient là pour être interpellés, ils étaient là pour expliquer et non pas pour dire il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire là. Et ça fonctionne déjà mieux quand c'est comme ça. Et après, oui, il faut aller en bas de l'immeuble, il faut aller dans la rue, il faut aller devant les écoles, et il faut aller expliquer. On était à 80% de produits bio, on avait en local, hein, on avait surtout des repas végétariens, 2 repas végétariens par semaine.
obligatoire pour tout le monde. C'est pareil, on est allé voir les parents, on leur a expliqué, on est allé voir les personnels de cantine, on leur a expliqué la consommation d'eau, pourquoi végétarien, pourquoi si. Tout le monde s'est formé. Bon, tout le monde s'est formé ensemble. Et ça fonctionne. Et ça, j'y crois. Si, je sais pas bien ce que je peux rajouter à ça. Juste pour la petite anecdote, ce matin, une travailleuse sociale qui m'appelle et qui me dit Camille, je suis emmerdée. Il y a un jeune là qui a son association de quartier. Et là, depuis une semaine, il y a le PS qui vient de le contacter, il y a la France Insoumise qui lui envoie un message, il comprend pas pourquoi son numéro tourne, il sait pas s'il doit aller leur parler, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, moi je sais que sur une autre liste, il y a une personne aussi qui est toute seule, qui me dit, moi j'arrive, je suis la seule personne racisée de l'Assemblée, et en plus c'est un débat sur l'antispécisme. Et c'est une vache a le même... La phrase d'accroche, c'est une vache a le même droit qu'une femme noire. Il me dit, moi, elle a dit ça, et j'ai dit où je suis, au secours. Bon, on peut parler de l'antispécisme aussi, hein, c'est pas... Mais en fait, on se rend pas compte, voilà, qu'en fait, on fait énormément de mal, et là aussi, les partis politiques n'ont pas adressé le problème, n'ont pas regardé en face le fait qu'en fait, suffit pas de dire je suis pas raciste pour pas l'être, qu'en fait, il y a des choses qui sont véhiculées, qui continuent dans les pratiques, être extrêmement soit condescendantes, extrêmement gênantes, qui font porter la charge raciale que sur les personnes racialisées, et qui du coup, en fait, épuisent. Et tout ça, c'est un impensé un peu politique à gauche, parce qu'on est parti du principe qu'on n'était pas raciste. Et donc du coup, on a oublié de se poser vraiment la question de qu'est-ce que ça voulait dire concrètement. Et là j'ai un peu d'espoir, il s'est passé beaucoup de choses cet été. Je pense qu'on va réussir à avancer sur cette question-là. Mais là encore, les partis politiques ont mis du temps à peut-être un peu se réveiller. Donc il y a de l'espoir, on avance, mais ce que... on avance, il est tard quand même, hein, malheureusement. Donc il y a eu beaucoup de souffrance pour en arriver là. Donc on continue. Moi je pense vraiment que les méthodes et les exigences sur les méthodes, sur la transparence, sur l'animation des réunions, la facilitation, la circulation de la parole, sont des petits outils pour diminuer les inégalités d'accès, ne serait-ce qu'à la parole. Et en fait, rendre obligatoire l'expression de chacune, par des tours de table, je pense que ça déjà, ça contribue en fait pour mettre en valeur d'autres personnes qui sont intelligentes, mais qui en fait ont ce syndrome d'imposteur et qui est très lié à la classe sociale, au niveau d'origine, etc., etc. Donc en fait, moi mon espoir, et c'est pour ça que je suis aussi dans ce réseau-là, c'est de dire... allez, on regarde au-delà des étiquettes, on regarde au-delà du classique, et par contre on a de la méthode, on a de la rigueur pour vraiment permettre l'expression de tous et toutes. Merci. Je crois que tiens, si vous avez une autre question, on fait un dernier tour de parole. Non, vous êtes bien. Oui, merci beaucoup pour tous les témoignages. Moi, j'allais vous reposer un peu une petite question que Margot avait posée au début, qui est, donc là on a beaucoup parlé du rôle d'une mairie, comment renouveler ces dynamiques-là à partir de tout ce que vous faites dans vos différentes organisations. Comment est-ce que une mairie demain, qui serait prise par différents mouvements de pouvoir habitants, d'auto-organisation citoyenne, de lutte, peut concrètement renforcer les territoires en résistance, une auto-organisation populaire face au renforcement de l'extrême droite et la montée du fascisme. Parce on a vraiment beaucoup parlé des enjeux internes institutionnels, et c'est fondamental, mais cette table ronde et aussi la dynamique qu'on cherche à alimenter, c'est vraiment le slogan municipaliste, un pied dedans, 1000 pieds dehors, et on sait très bien qu'il est absolument vital. C'est-à-dire qu'on sait d'autant plus avec l'arrivée du fascisme réel, que le fait de faire consister des villes-refuges ne pourra pas fonctionner de toute façon si ce n'est pas porté largement par des forces habitantes organisées, par un mouvement social. Donc très concrètement, qu'est-ce que ça... Là c'est un peu une perche aussi à l'Assemblée des quartiers populaires en particulier, parce que vous avez une longue tradition d'histoire de revendiquer une autonomie politique par rapport à la gauche, aux institutions, depuis le MIB, etc. Dans l'hypothèse où vous réussissez à prendre des mairies dans certaines villes, comment les mairies elles peuvent renforcer finalement la puissance d'organisation dans les quartiers, dans les territoires, et pas finalement se faire un peu pacifier, coopter par l'appareil institutionnel
même de manière un petit peu involontaire, entre guillemets, parce qu'on est pris par la gestion, les contraintes, les normes, etc. Donc voilà, est-ce que la mairie peut mettre ses moyens aussi pour, je sais pas moi, organiser des veilles antifascistes, faire des formations d'éducation populaire massive pour la jeunesse? Voilà, c'est un peu comment le faire concrètement dans la perspective de ce qui est en train de ce qui vient et au-delà de mars 2026. Et voilà. Et comment ne pas se faire user par l'exercice de la gestion municipale, même avec les meilleures intentions du monde, le meilleur cadre collectif, etc. Voilà une petite question de conclusion et d'ouverture. Non, je vais pas être à la hauteur de la question. Et je vais quand même prendre un exemple concret, et du coup qui va vous intéresser aussi, parce que sur la question des libertés publiques, des libertés... En fait, du coup je vais prendre un exemple concret, et là où je suis. En fait, à Toulouse, aujourd'hui, tu ne peux pas... Il n'y a aucun lieu. Il y a des lieux, centres culturels, d'animation, de centres sociaux dans les quartiers, mais il n'y a aucun lieu dans les quartiers populaires de la ville qui soit éligible aux réunions politiques. Donc, même dans le cadre d'une campagne, en fait, par exemple, quand on va organiser les réunions politiques, il y a plein de lieux, de salles dans la ville qui sont éligibles, c'est comme ça qu'ils appellent, aux réunions politiques. Il n'y en a aucune dans les quartiers populaires de Toulouse. Ni au Zizar, ni au Mirail, ni au Palo, ni à Bagatelle. Donc nous, en fait, par exemple, un truc, ça peut sembler élémentaire et basique, donc on est en train de porter, c'est tout simplement le fait qu'il y ait des lieux accessibles sans condition pour les réunions que les habitants souhaitent se donner, même privés, à la limite de et sur la question des conseils de quartier, elle a été évoquée tout à l'heure. Donc, pareil que dans certaines villes, plus ou moins à Toulouse. Donc du coup, il y a la question en fait de voilà, en fait, comment, même de manière modeste, parce qu'il n'y a pas besoin de tant que ça en réalité, ça coûte pas si cher, comment les moyens publics puissent être facilement accessibles aussi, qu'il y ait un droit de tirage en fait, pour animer cette capacité à se réunir, à se rassembler, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Parce que bon, même si la ville, si on la gagne, et que du coup, je disais ville antiraciste, et que ça devient aussi une ville antifasciste, je pense pas que ça suffira. Donc voilà, nous on en est à ce niveau-là, on est vraiment à ce niveau de besoin-là. C'est des détails, mais bon voilà, je suis aussi évidemment militant associatif à Toulouse, dans mon quartier, dans ma vie. Tu ne peux pas organiser alors, il y a des sujets techniques, mais du coup on parle de, tu ne peux pas organiser d'événements publics dans l'espace public sans autorisation municipale, ok, mais il y a un délai minimum de 3 mois pour avoir l'autorisation. Donc 3 mois au préalable. Alors, quand tu organises un gros bordel comme la fête de l'humain, bon, je comprends, pour amener des barrières, il y a du personnel et tout, mais à Toulouse, même pour faire le stand de la fondation Daniel Mitterrand, il faut 3 mois de délai. Alors, on a la table et les jus de chez Aldi. Non, mais même pour faire un barbecue, tu es obligé d'avoir 3 mois de... Donc du coup, c'est aussi des trucs comme ça, là. C'est pour ça que là, je disais la question de... Et il y a un vrai sujet là-dessus. Je prends un dernier exemple. Donc du coup, c'est... Nous, alors, en tant que militation, on organise un festival qui s'appelle Origine Contrôlée à Toulouse. Et puis, c'est la 22e édition. On a toujours des débats. Puis toujours. C'est le principe de l'événement, c'est qu'il est associé des expressions sur des questions de société, qu'elles soient artistiques, militantes, scientifiques, peu importe, mais des débats et une programmation de rencontre, on va dire. Aujourd'hui, depuis l'année dernière, puisqu'on fait ça au centre culturel du quartier, on n'a plus le droit.
organiser des concerts, du théâtre, donc faire public, parce qu'ils pensent que les artistes disent rien, donc ils nous laissent faire sur les artistes. Mais on n'a plus le droit d'organiser des débats parce que c'est trop politique. Donc en fait, c'est de restaurer en fait cette capacité. Voilà, bon, je m'arrête là, tu vois, mais parce qu'on en est là. Je m'arrête là et je prends cet exemple volontairement sur des questions et des besoins très élémentaires, parce qu'en fait, on en est là. En tout cas, à Toulouse, on en est là. Voilà quoi. Mais moi, je vais donner pour exemple, tu vois, j'habitais dans une ville bourgeoise, j'habitais à Nogent-sur-Marne, mais on avait une MJC. La MJC, c'était ouvert. Voilà. Donc, c'était une MJC avec des canapés, vous pouvez venir s'asseoir, se reposer. Moi, des fois, j'allais me reposer. Et de temps en temps, je voyais des mômes qui faisaient leurs devoirs, j'allais les aider à faire leurs devoirs. Donc, c'était génial. Tu rencontres des gamins comme ça, qui osaient, en plus des gamins, qui osaient venir voir un adulte pour lui dire « J'arrive pas à faire ça, est-ce que tu peux m'aider ?» Et je trouve ça génial, que des mômes. Alors, la MJC était vraiment dans le quartier pop. Et enfin, c'est tout le lieu où spontanément, tu peux aller t'asseoir avec des potes pour aller discuter. Et ce sont des endroits qui n'existent pas. Enfin, maintenant, c'est interdit. Le maire s'est rendu compte de ça. Il a dit, bah, vous voulez des subventions? Bah non, maintenant, faut réserver la salle, pareil, je sais pas combien de temps avant, etc. Mais c'était vraiment, et moi, pour les dernières municipales, celle de 2020, c'est là où on allait spontanément s'asseoir, discuter avec les habitantes et les habitants, où en plus c'est un lieu avec une donne, on pouvait donner, tu mets des fringues, tu donnes des fringues, avec une salle, un endroit où tu pouvais essayer les fringues, parce que souvent là où on donne les fringues, c'est sympa. Tu pouvais mettre tes bouquins, enfin tout ce que tu as donné, c'est vraiment un lieu d'échange, mais aussi un lieu d'échange intellectuel et un lieu où, enfin moi, parfois je donnais rendez-vous à des familles qui avaient des problèmes, on se mettait là, on se posait dans un coin, on discutait, on échangeait, et voilà, et ça, ce sont des lieux qui sont, enfin moi quand j'habitais pas très loin d'ici quand j'étais ado, la MJC c'était ça. La MJC, c'était le lieu où à 17 ans, on est venu me voir, tu t'emmerdes, viens, on va faire un stage de ci, de ça ou de là. Et c'est là où j'ai pu, moi, m'émanciper de mon milieu grâce à ça. Et c'est des lieux qui n'existent plus. Donc on reste ancré, on est dans un silo où on reste dans ce silo-là, parce qu'on n'a plus la capacité à s'ouvrir. Et je pense que moi, se battre contre le fascisme, c'est aussi ça. C'est pouvoir au quotidien rencontrer l'autre, échanger avec l'autre et sortir un petit peu de ce silo-là. Et ces lieux-là, bah, comme tu dis, ils sont indispensables. Il faut qu'on les invente. Et quand on est à la tête d'une mairie, il faut qu'on les mette en place. Nous, à la mairie, c'est la maison du peuple. Et tout le monde pouvait y venir, sauf les fachos, on leur donnait jamais de salle, mais les autres, n'importe qui. C'est ça, on a eu des squats, je me souviens qu'on avait eu au bout de la rue le ministère du mal-logement, où les habitants à côté hurlaient, ouais, ils font du bruit et tout, on a fait venir tout le monde dans la mairie. Ils se sont tous parlé. Donc tu avais les bourgeois qui ont compris que les gens qui étaient là, c'était des éboueurs qui se levaient à 4h du mat pour pouvoir aller bosser et qui faisaient des kilomètres à pied parce qu'ils n'avaient pas de transport le matin. Ils ont compris ça. On a transformé cette banque en logements sociaux. Et ces gens-là sont venus habiter dedans et ça s'est très bien passé. Mais parce qu'on ouvrait. Alors, on laissait tout le monde gueuler pendant 10 minutes, un quart d'heure, pas de propos racistes, ça c'était interdit, on mettait les gens dehors. Souvent, même nous, on se faisait engueuler, tout le monde s'engueulait, bon, on laissait. Et après, pof, bon, allez, maintenant, on fait comment ensemble? Et c'est ça, enfin, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Merci. Camille, te revient la difficile tâche de conclure. Waouh, merci. Si possible, en répondant à la question. C'est impossible de conclure. Je pense qu'effectivement, qu'est-ce qu'une vie de refuge dans un contexte de prise du pouvoir par un gouvernement fasciste? En fait, je suis même pas capable de le dire parce que ils feront évoluer les lois d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer. Donc,
Par contre, je pense que oui, quand tu as ta mairie, tu ouvres tes lieux, tu ouvres des espaces de réappropriation. Enfin, ils l'ont très bien dit, je ne peux pas faire beaucoup mieux. Je suis d'accord avec vous, vous avez super bien parlé. Merci pour cette table ronde. C'est ça ma conclusion, c'est merci. Merci à vous d'être restés ici malgré le bruit. Merci de nous avoir invités, merci de faire le travail de nous réunir entre personnes qui quand même partageons cet intérêt municipaliste de pouvoir habitant et de volonté vraiment de faire avec les gens et bonne journée. Merci beaucoup. Mais merci pour ces échanges, merci pour ce moment. Pardon ? Oui, du coup, je vous propose, ce stand va continuer dans 30 minutes. Donc il y a Kevin Bachet qui est arrivé, qui va nous parler du rapport de démocratiser la politique, pas tout seul, donc avec d'autres gens. Donc on aura le rapport qui s'appelle Tous les mêmes, je crois, hein, c'est ça ? Tous les mêmes, donc voilà. C'est un autre type de Tous les mêmes. Voilà, à 16h30 et à 18h, on retrouve aussi l'Assemblée des quartiers qui vient, mais pas ça là, qui vient pour sa carte blanche. Voilà, vous pouvez en attendant boire du café et grignoter des choses. Un grand merci et à très bientôt.